Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette grande table ronde ici au Printemps des technologies, dans cette magnifique ville qui est Saint-Raphaël, d'autant qu'elle concerne un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, l'intelligence artificielle, qui prend de plus en plus de place dans nos vies, avec cette question très spécifique aujourd'hui, auquel nos intervenants vont tenter de répondre, à savoir qu'attendre de cette intelligence artificielle. Faut-il y voir un espoir, peut-être un moyen d'améliorer la condition humaine, ou plutôt une menace qui va au contraire handicaper, essayer de dominer l'homme? On a tous en tête ces films de science-fiction, citons par exemple Matrix, Terminator, où la machine n'est plus un allié pour l'homme, mais finalement au contraire, elle s'est émancipée des directives qui lui ont été données. Donc est-ce que tout cela c'est une fiction? Est-ce que c'est plutôt une anticipation? Eh bien, les 4 penseurs qui sont autour de moi vont essayer de répondre à ces questions-là. Ils y ont déjà d'ailleurs réfléchi par leur ouvrage, leurs travaux, leur création aussi. Commençons par vous, Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'informatique à la Faculté des sciences de la Sorbonne Université. Raphaël Dohan, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et haut fonctionnaire. Vous allez publier, vous, le 3 mai chez Passé Composé, un ouvrage, une uchronie, écrite avec une intelligence artificielle qui est intitulée « Si Rome n'avait pas chuté ». Vous avez aussi créé un site qui s'intitule « Qu'aurait pensé Napoléon » et qui est aussi alimenté par l'intelligence artificielle et qui permet de demander à l'empereur un peu tout ce qu'on a envie. C'est intéressant, je vous invite à y faire un tour si ça vous intéresse. Vous vous définissez comme IA optimiste. Pour vous, l'intelligence artificielle va nous permettre de développer notre créativité, nos réflexions, notamment dans les domaines des arts et de la culture. Nathan Dever, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et philosophe. Vous avez publié aussi en septembre 2022 chez Albin Michel « Les liens artificiels ». Pour vous, il faut revenir à la généalogie de l'intelligence artificielle pour comprendre qu'elle ne va pas nous remplacer. Et enfin, Jean Barrère, bonjour. Vous n'avez pas de micro? Bonjour. Est-ce qu'il fonctionne? Tenez. Donc vous êtes associé dans un cabinet de conseil et de stratégie Accuracy. Vous êtes spécialiste aussi de l'intelligence artificielle. Et vous avez une vision assez opérationnelle des choses. Pour vous, elle va nous aider, elle peut nous aider, elle nous aide déjà dans les organisations. Pour ces nouvelles technologies, finalement, nous aident à la prise de décision. C'est un outil majeur de développement qu'il ne faut pas craindre. Peut-être nous allons commencer par vous, monsieur Barrère. Pouvez nous expliquer exactement, puisque vous êtes dans l'aspect très concret des choses, comment est-ce qu'au quotidien, certaines entreprises, certaines organisations sont aidées par cette intelligence artificielle? Avec plaisir et merci à tous. Alors pour démarrer, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire un petit poème. Je lui ai dit, nous sommes au printemps des technologies. Nous sommes au printemps des technologies. ChatGPT, nous sommes au printemps des technologies. Voici la table ronde que j'anime. Je suis accompagné de Raphaël, Jean-Gabriel et Nathan. Le plus Nathan. Médiatique d'ailleurs. Aide-moi à écrire un poème. Voilà ce que ChatGPT répond. Au printemps des technologies, rêve d'unité, fraternité enlacée, horizon s'éclaire. Je lui demande, traduis-moi ça en provençal. Sueni d'unitad, fraternalitad ensalada, oriu saclata. Voilà ce que fait ChatGPT. Il produit du texte et franchement, entre nous, j'ai trouvé beau. Voilà, j'ai trouvé beau. Et la question, c'est, pour arriver à produire ce texte-là, qu'est-ce qu'il faut mobiliser comme expertise, comme technologie et au fond comme fondement scientifique pour arriver à produire du texte? Plusieurs choses. D'abord, il faut arriver à mobiliser des mathématiques. Et il y a un papier génial, en 2017, qui est publié par des chercheurs de Google autour du mécanisme d'attention. Et au fond, alors Jean-Gabriel, je vais peut-être prendre un raccourci et tu ne m'en voudras pas, mais c'est la mise en équation de l'art de la conversation.
La mise en équation de l'art de la conversation nous permet finalement de dire une conversation, c'est une suite de chiffres, et cette suite de chiffres, je peux la générer, donc je peux générer des conversations qui font sens, qui ont un sens. Galilée écrivait « La nature s'écrit en langage mathématique ». Aujourd'hui, la conversation s'écrit en langage mathématique. Mobiliser les mathématiques, mobiliser de la puissance de calcul. Vous avez peut-être entendu parler du cloud. Pour faire de l'intelligence artificielle générative, il faut énormément de puissance de calcul. Il vous faut des logiciels de conception de microprocesseurs précis. Aujourd'hui, il y a 4 sociétés dans le monde, 3 aux États-Unis, une aux Pays-Bas, qui maîtrisent cette technique de concevoir des microprocesseurs. Il vous faut ensuite des matières premières, des terres rares. Ces terres rares, cette matière première, c'est en Asie, en Chine, au Brésil et au Mexique. Il vous faut ensuite une capacité à créer, à fabriquer des microprocesseurs. Aujourd'hui, 92% des microprocesseurs utilisés pour ChatGPT sont produits à Taïwan. Le reste en Corée du Sud. Je vous laisse imaginer l'attention géopolitique que cela produit lorsqu'il s'agit de souveraineté dans la capacité à produire des microprocesseurs utilisés dans l'intelligence artificielle. Mobiliser des mathématiques, donc, mobiliser des technologies, mobiliser des données. ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres, donc disons de données. Pendant 1 an, les robots de ChatGPT ont aspiré le web. Pour vous donner un ordre d'idée, Wikipédia, toute la masse de données de Wikipédia ne représente que 1% de toutes les données que ChatGPT a analysées. 1 an, 24 heures sur 24, des machines qui analysent le web. Et ensuite, vous avez pendant 6 mois des Nigérians. Et là, le Nigeria est devenu un pays tech. On a sorti des gens de la pauvreté. Et le Nigeria se définit aujourd'hui comme un pays de technologie. On a payé des Nigérians $2 de l'heure à finalement s'assurer que les résultats fournis par ChatGPT étaient bons, à poser des limites, à dire tu n'as pas le droit de parler de pornographie, tu n'as pas le droit de parler de certaines religions, etc. Donc on a posé des limites à ChatGPT, ça a duré 6 mois. 1 an de computation informatique, 6 mois d'apprentissage avec des humains, et en novembre, on peut lancer ChatGPT et ouvrir ChatGPT à l'ensemble du monde. Et la dernière chose, c'est que tout ça, ça nécessite la mobilisation de capitaux immenses. On a souvent tendance de comparer la donnée et le pétrole. On dit souvent que la donnée, c'est le nouvel or noir. Je suis absolument pas du tout d'accord avec cette assertion. La donnée, ça coûte beaucoup plus cher que le pétrole. Traiter la donnée, collecter la donnée, traiter la donnée et faire émerger de cette donnée de la connaissance et des informations utiles, ça coûte beaucoup plus cher que du pétrole. Donc mobiliser des capitaux, mobiliser des données, mobiliser des technologies et mobiliser de nouveaux fondements mathématiques. Voilà ce qu'il faut pour générer les 3 petits vers que je vous ai dit au début. Mais est-ce que, parce que je vais faire un petit peu l'avocat du diable là autour de cette table, il y a 4 personnes qui sont plutôt IA optimistes, pour reprendre les mots de Raphaël Dohan. Si on poursuit votre réflexion, est-ce qu'il n'y a pas un danger à un moment donné qu'on puisse finalement se dire qu'à partir du moment où cette machine est capable de produire et de récolter des données de façon beaucoup plus importante que l'homme, est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement on va pouvoir se dire qu'on n'a plus besoin de l'homme pour certaines tâches et que la machine pourra la remplacer? Elle la remplace déjà, mais est-ce que ce processus-là ne pourrait pas aller jusqu'à un point qui deviendrait menaçant pour l'espèce humaine? Alors vous savez, il y a Goldman Sachs qui a 15 jours a sorti une étude en prévoyant l'impact de l'intelligence artificielle pour l'emploi dans les années à venir. Et ils ont dit 300 millions d'emplois de col blanc. Et ça, c'est une rupture fondamentale. C'est-à-dire c'est la première fois que l'intelligence artificielle s'attaque à des métiers intellectuels ou des métiers de l'esprit des cols blancs. 300 millions d'emplois sont susceptibles d'être impactés. Pas supprimés, pas remplacés, impactés. Impactés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, col blanc, profession intellectuelle, profession littéraire, nous continuerons à faire la même chose que l'on fait aujourd'hui, mais différemment. On la fera différemment. On utilisera ChatGPT, on utilisera d'autres formes d'intelligence artificielle, mais je suis très optimiste quant à notre capacité, notre résilience à soutenir et à résister à cette vague de l'IA, mais au contraire faire de l'IA un allié.
Est-ce qu'il n'y a pas certains métiers qui pourraient disparaître? On sait récemment qu'il y a quelques semaines, il y a un média qui a annoncé qu'il allait supprimer, par exemple, des emplois de journalistes et les remplacer par de l'intelligence artificielle. Ça vaut aussi pour des métiers d'écrivains, d'éditeurs, de traducteurs. Est-ce qu'il n'y a pas certains métiers qui sont en danger par cette intelligence artificielle? Des métiers en danger? Alors, pas forcément des métiers. J'insiste là-dessus, il y a des fonctions qui seront transformées. C'est-à-dire, Raphaël, tu le disais, tu as écrit un livre à moitié avec l'intelligence artificielle générative. Bon, mais ça a changé ta manière d'écrire des livres. Mais tu continues à écrire des livres. Et tu arrives toujours à vivre de ça, je l'espère. Donc, c'est une transformation des métiers. Vous savez, dans les années 80, lorsque la calculatrice est arrivée dans les cours d'école, on disait, beaucoup poussaient des cris d'orfraie en disant les élèves ne vont plus apprendre à compter, à mobiliser les concepts mathématiques. Et au fond, on a réussi à réguler, on a réussi à poser des limites. Et la calculatrice a été une aide pour faire des mathématiques encore plus profondes, encore plus intéressants. Oui, c'est ce que pense aussi d'ailleurs Jean-Gabriel Ganassia. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez expliqué que cette fameuse tribune qui a été signée par une centaine d'experts, notamment Elon Musk, qui a fait beaucoup de bruit et qui demande finalement une pause, qui réclame une pause dans le développement de l'intelligence artificielle parce qu'il pourrait y avoir, je cite, un risque pour l'humanité. Vous aussi, vous êtes plutôt en désaccord avec cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? D'abord, ce n'est pas nouveau, parce qu'ils avaient déjà commis une autre tribune il y a 5 ans. Ce sont des familiers des tribunes, hein, et ces spécialistes de l'intelligence artificielle, hein, qui, pour beaucoup, la développent, hein, ou qui tirent des bénéfices de l'intelligence artificielle, en même temps nous alertent des risques de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme si vous aviez votre marchand de cigarettes qui vous dit la cigarette est dangereuse. Alors, on sait tous que la cigarette est dangereuse. Mais si votre marchand de cigarettes vous dit elle est dangereuse, vous dites mais pourquoi est-ce qu'il me dit qu'elle est dangereuse? C'est exactement la même chose. Alors, il faut lire de façon beaucoup plus précise le contenu de cette tribune. Et on nous dit que derrière l'intelligence artificielle, il y a un risque existentiel pour l'humanité, que la vie sur Terre ne sera plus la même avec le développement de l'intelligence artificielle. Et ils prennent comme prétexte pour nous raconter ça, cette fois-ci, la dernière fois c'était autre chose, je ne le raconterai pas, cette fois-ci ils prennent l'exemple de ChatGPT. Alors ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est un robot bavard, hein, traduit en français, hein, c'est-à-dire une espèce de perroquet. On lui apprend, on lui donne tout un tas de phrases. Hein. Pour ça, il faut des heures et des heures de calcul. Ça a des effets assez délétères sur l'environnement. Mais ça parle. Hein. Ça ressemble un peu... Peut-être vous vous souvenez de cette pièce de théâtre de Ionesco, La cantatrice chauve. C'est un peu la même chose. Hein. Ça te raconte des choses comme ça, hein, de tous les jours. Bon, c'est assez drôle d'ailleurs. Hein. C'est comme ça qu'il nous raconte des histoires sur les oreillers en plume de stylo, hein, ou sur les œufs de bœuf, par exemple. Hein. Pas les yeux, hein, les œufs de bœuf, hein, qui sont plus gros que les œufs de poule. Bon, tout ça, c'est quand même assez cocasse. Après, on nous dit c'est inquiétant. Alors, imaginons, dans le monde dans lequel on est, hein, où il y a un certain nombre d'hommes politiques qui nous parlent tous les jours, est-ce qu'on a peur que la parole des hommes politiques, tout d'un coup, nous asservisse? Non. Hein, est-ce que vous pensez que c'est juste en parlant que vous allez obéir? Non. Alors, tout d'un coup, on se met à nous expliquer que c'est très dangereux, parce que les machines vont parler et que tout le monde va les écouter et qu'on va être soumis au pouvoir des machines. Donc tout ça, en réalité, ne tient pas. Alors, il faut se demander... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, derrière, en réalité, quand on connaît un peu les signataires, et en particulier le grand chef des signataires, Elon Musk, il y a des projets tentaculaires. Elon Musk, on l'a dit tout à l'heure dans la table ronde de ce matin, c'est quelqu'un, hein, qui n'hésite pas à monter une entreprise qui s'appelle Neuralink, dans laquelle ils expliquent qu'il va non seulement mettre des électrodes dans le cerveau pour essayer de soigner un certain nombre de maladies, mais de vous rajouter des puces pour augmenter votre mémoire. C'est formidable, parce que vos enfants qui peinent à passer des années sur les écoles, qui ont des récitations à apprendre, hein, ce qui semble tragique, hein, aujourd'hui. À l'époque, enfin, à nos époques, ce n'était pas un problème, mais aujourd'hui, c'est dramatique. Et bien, ils auront tout ça dans la tête, ils pluggeront le bon module. On peut se dire c'est formidable, mais en même temps, ça veut dire que M. Elon Musk, il pourra vous mettre ce qu'il veut dans la tête. Mais il ne s'arrête pas, là, Elon Musk. Il dit, ce que je veux, c'est mettre tous les cerveaux en réseau. Il appelle ça la dentale neurale. Il reprend des thèmes de la science-fiction
en nous disant « je vais le réaliser, la technologie va le réaliser ». Alors ça, vous dites quand même, c'est inquiétant, ça veut dire qu'on n'aura plus d'intimité. C'est-à-dire tout ce que vous pensez là, je pourrais le savoir par le réseau. Alors le même homme nous explique « ah, mais ces robots qui sont bavards, ils sont extrêmement dangereux ». Alors là, c'est quand même un tout petit peu cocasse. Alors, par ailleurs, on sait que Elon Musk développe des théories tout à fait fumeuses sur ce qu'on appelle le long-termisme. Il nous explique qu'il va y avoir des hommes qui vont vivre des milliards et des milliards d'années, des millions d'années, ce seront des milliards et des milliards d'êtres humains qui vont conquérir les autres planètes grâce à lui. Et donc, la chose importante, c'est la technologie. Et le risque existentiel pour lui, c'est que les machines, tout d'un coup, prennent le pouvoir. Mais si elles ne prennent pas le pouvoir, le deuxième risque, c'est que le réchauffement climatique fasse qu'on arrête de développer la technologie. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument continuer à développer la technologie. Mais, bien sûr, qu'il y ait quelques centaines de millions d'êtres humains qui meurent à cause du réchauffement climatique, ce n'est pas un problème. Le seul problème, vous voyez, c'est tous les hommes sont égaux, vous êtes d'accord ? Mais il y a des plus égaux que d'autres. Ceux qui développent la technologie ont un rôle central dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez que tout ça, c'est absolument effrayant. Alors, c'est cet arrière-fond, bien sûr, qu'il faut raconter, qui explique un tout petit peu ces moratoires. Et d'ailleurs, les termes sont présents, il nous parle de risque existentiel, etc. Alors maintenant, ce que je voudrais vous raconter, c'est une autre histoire. Là, le titre de l'exposé, c'est « Qu'attendre de l'intelligence artificielle ?» Et je suppose que pour beaucoup d'entre vous, c'est l'idée qu'attendre... Qu'est-ce qu'on peut craindre de l'intelligence artificielle? Et donc, ce qu'on attend de nous, c'est de nous dire quelle est la prudence que l'on doit adopter pour étudier l'intelligence artificielle. Et effectivement, si on prend la figure mythologique de la prudence, l'allégorie, si vous regardez des représentations, vous voyez que c'est une femme qui a un miroir devant elle, elle regarde devant et elle a un œil sur le passé. Et je crois qu'il est extrêmement important, si on veut être prudent, de s'inquiéter de ce qui a été fait dans le passé. Et bien sûr, il ne faut pas en rester là, il faut aussi regarder dans le futur. Alors d'abord, dans le passé, il est intéressant de regarder le passé de l'intelligence artificielle, parce que c'est une discipline qui est quand même pas toute neuve, qui est née il y a 67 ans, en 1956, et qui elle-même est fille d'une discipline un peu plus ancienne, qui s'appelait la cybernétique, qui est née exactement, vous le savez peut-être, il y a 80 ans, en 1943. Et à l'époque, nous avions deux articles, l'un de Norbert Wiener sur ce qu'on appelle les machines téléologiques, les machines qui essayent de s'asservir à une finalité, et surtout sur les réseaux de neurones formels. Ce sont eux qui sont utilisés dans toutes les technologies dont nous parlons aujourd'hui. L'intelligence artificielle s'est développée avec beaucoup d'autres technologies. D'ailleurs, il n'y a pas que les réseaux de neurones formels. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, l'apprentissage est double, à la fois avec les réseaux de neurones formels, les transformers que vous avez cités, et puis d'autres technologies comme l'apprentissage par renforcement. Mais je ne voudrais pas perdre l'assemblée avec cela. Ce qui est intéressant dans l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est cyclique. Alors, la vraie histoire cyclique, le temps cyclique, c'est le temps de la tradition. C'est l'éternel retour. Bien sûr, c'est la technologie, ce n'est pas l'éternel retour. Mais en même temps, c'est le temps du progrès. Mais ce n'est pas le temps du linéaire de Condorcet, c'est un mélange de retour et de progrès. Et on peut regarder différentes technologies. Alors, on a cité ici les réseaux de neurones formels. J'ai dit, ils sont nés en 1943. Puis ensuite, on a vu que ça ne servait pas à grand-chose. Et puis, il y a une renaissance en 1958, où on a eu les premières techniques d'apprentissage sur les réseaux de neurones formels avec ce qu'on a appelé le perceptron. Puis ensuite, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. On a fait des papiers critiques, etc. Puis plus personne n'en parlait. Et puis ensuite, en 1986, il y a eu une nouvelle technique, la rétropropagation de gradient, qui a permis de développer des choses tout à fait intéressantes. Puis après, on s'est rendu compte qu'avec les ordinateurs, on avait des réseaux de neurones qui faisaient 50 neurones, c'était un peu maigre, avec quelques connexions. Et bien sûr, on a arrêté de faire des réseaux de neurones. Et puis ensuite, il y a... Alors, je le dis ici parce qu'on est en France, et bon, on est plutôt dans le sud de la France, mais il y a quelques Bretons. Il y avait un Breton qui avait la tête dure, Yann Lequin, qui s'est acharné. Et il a fait des réseaux de neurones qu'on appelle profonds, parce qu'ils ont beaucoup de couches, c'est l'organisation de ces réseaux de neurones, et il a obtenu des résultats extraordinaires. Et c'est bien sûr sur cette lancée que l'intelligence artificielle aujourd'hui progresse. Mais vous voyez, c'est cyclique, ça revient, ça repart. Alors je vais donner un autre exemple, la traduction automatique. Ça commence avant l'intelligence artificielle en 1952. On utilise des idées de télégraphie, c'est-à-dire qu'on se dit on va prendre un dictionnaire avec une langue, puis on va mettre la traduction de tous les mots dans l'autre langue. C'est un peu comme les mauvais élèves qui faisaient avec le gafio, vous regardez votre expression, le contexte.
Puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Et là, des linguistes se sont dit non, 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 pour faire de la traduction, il faut de la syntaxe, c'est-à-dire de la grammaire, de la sémantique, de la pragmatique, énormément de connaissances. Et puis, on a fait ça pendant des années et des années. Et puis là, tout d'un coup, il y a des spécialistes de statistiques qui ont dit non, non, on va reprendre les principes de la traduction des années 50, mais on va le faire avec les disciplines nouvelles. C'est-à-dire qu'on va prendre les bitextes, c'est-à-dire des deux textes. Alors, au départ, c'est des Canadiens, les textes français et anglais. Ensuite, les textes de la communauté européenne qui sont traduits. On va aligner les textes et on prend chaque mot, on regarde son contexte et on regarde son équivalent. Et on a fait ça sur des quantités énormes de textes et on a eu des performances tout à fait extraordinaires. Donc, tout ça pour vous dire, pour vous expliquer qu'il y a une histoire. Et alors, c'est la même chose sur les peurs. Les peurs, depuis le début, il y a des moments d'enthousiasme et puis des moments de crainte. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle au début des années 80, juste après, j'ai eu de la chance, ça a été l'envolée sur les systèmes experts. Et alors, il y avait des courbes de croissance, des cabinets, hein, et c'était toujours exponentiel. Et bon, moi, je crois que c'était bien, c'était ma discipline. Bon, je crois qu'ils exagéraient. Mais... Et puis, ensuite, il y a eu... on s'est inquiété, on s'est dit non, non, c'est plus ça. Ensuite, on s'est intéressé aux réalités virtuelles, hein, et ça a été en 85. Ensuite, on s'est intéressé aux réseaux de neurones formels. Et puis ensuite, voilà. Et donc, il y a ce côté cyclique, des projections incroyables sur l'avenir qui sont faites, et bien sûr, qui sont toujours démenties. Et en parallèle, il y a les craintes. Et il y a des histoires de science-fiction qu'on nous raconte. On nous dit, voilà, la machine va prendre le pouvoir. Tout d'un coup, on va perdre le contrôle. Hein, on va être totalement derrière, etc. Alors, bien sûr, tout ça, il faut le regarder avec le recul en disant, voilà, hein, le miroir de l'histoire, c'est le miroir de ces anticipations toujours démesurées, de ces craintes excessives, et on se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, ce dont on nous a parlé dans ce moratoire, ce sont un tout petit peu ces craintes-là. Mais moi, qu'est-ce que je voudrais dire pour conclure? C'est dire que les personnes qui ont lancé ces moratoires ne sont pas désintéressées. Ce sont des grands acteurs de l'Internet qui viennent tous du même pays. Et qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire? Ils nous disent, arrêtez de développer l'intelligence artificielle. Nous, on est des savants et on sait ce qu'il faut faire pour vous. Elon Musk, il nous dit, moi je sais, je vais vous mettre des électrodes dans la tête. Ça, parce qu'il dit, et vous savez pourquoi il dit ça? Il dit parce que l'intelligence artificielle est dangereuse. Et donc, ce que je veux, c'est renforcer les capacités humaines pour lutter contre la machine. Mais vous ne croyez pas que le remède est pire que le mal? Alors, le véritable enjeu, ce n'est pas l'enjeu existentiel, hein, c'est un enjeu économique. C'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu politique et géopolitique. Et je crois que c'est de celui-là dont il faut que nous parlions tout de suite. Mais la table ronde qui va suivre va développer certainement toutes ces questions. Alors on va rester sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Braret? Est-ce que vous pensez aussi que c'est uniquement des raisons économiques qui motivent ces 100 experts dont Elon Musk a signé cette tribune pour dire qu'il y a des dangers aujourd'hui, que l'intelligence artificielle représente une menace pour l'humanité? Ce sont les termes de cette tribune. Au-delà des raisons économiques, je pense que ce type d'intelligence artificielle pose des questions qui sont fondamentales. La première, c'est la notion d'effort et de paresse. Quel est l'impact de ces intelligences artificielles si j'arrive à déléguer l'ensemble de mes tâches cognitives à un outil? Est-ce que ce n'est pas une invitation de ne pas faire d'efforts et donc de peu apprendre? Donc, je pense personnellement que notre société, le plus grand risque de chaque société, c'est l'absence d'effort. Le deuxième défi que l'article pose également, c'est celui de la confiance. La société repose sur la confiance parce que j'ai confiance en mon épouse, j'ai confiance en ma famille, j'ai confiance en mes voisins, en mon banquier, en mon assureur, en mon politique, etc. Si demain, la production de l'écrit et de l'image n'est plus... On n'est pas sûr de l'origine de cette production et au fond, pour raconter, baratiner, raconter n'importe quoi, ça pose la question de la confiance. À quoi je peux me référer à ce que j'entends, ce que je vois ou ce que j'écoute. Et le troisième point, et j'en resterai là, vous avez tous Waze, vous avez tous Google Maps. Et pour conduire, c'est un plaisir que de se laisser guider par ces assistants à la conduite. Et la seule manière, moi, lorsque je veux exister, c'est d'aller à l'encontre de la suggestion de Waze ou de Google Maps. C'est là où je me sens exister. C'est là où j'ai ma propre autonomie. Donc c'est quand je vais en opposition par rapport à ce qu'on conseille la machine. Et ce que je vois dans mes travaux de conseil à des cadres dirigeants, c'est cette crainte que des opérationnels, que des cols bleus, que des cols blancs
aille à l'inverse des suggestions de la machine, non pas pour faire, mais seulement pour se sentir exister. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël Dohan? Je sais que vous avez justement aussi utilisé l'intelligence artificielle pour développer des projets, pour créer des applications. Pour vous, elle va nous permettre de développer notre créativité, notre réflexion dans le domaine des arts et de la culture. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de proposer Jean Barrère? Non, mais il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, je voulais revenir un peu en arrière dans la discussion, parce vous avez abordé le sujet de la traduction par intelligence artificielle. Et moi, je ne viens pas du tout du domaine de l'informatique, je suis plutôt un littéraire de formation. Et je me souviens que quand je faisais mes études, j'ai fait justement des versions latines avec le Gafio. Et mes profs de latin disaient que ce serait par définition impossible qu'un ordinateur arrive à traduire correctement un texte. Prenons un exemple, si vous avez la phrase on a offert un chien à Paul, il a de beaux poils roux, le il dans la deuxième phrase, vous n'avez aucune manière grammaticale ou syntaxique de savoir que ça renvoie au chien et pas à Paul. Il, ça peut être les deux grammaticalement. Et si vous le traduisez en anglais et que vous avez un programme informatique qui serait codé à la main avec simplement des règles qui disent que telle place dans la phrase ça veut dire telle signification, etc. Malgré ça, vous ne pouvez pas savoir si vous devez traduire il par he ou par it, selon que c'est le chien ou c'est Paul. Mais évidemment, nous, on sait, nous, êtres humains, que celui qui a de beaux poils roux, il y a des chances que ce soit plutôt le chien que Paul. Et donc, on pouvait penser avant que l'informatique, qui est bête et méchante parce qu'elle ne fait qu'appliquer des règles de manière ultra stricte et de manière numérique, ne pourrait jamais comprendre que là, il y a un contexte que nous, on connaît parce qu'on connaît le vrai monde et qu'on sait que dans le vrai monde, les chiens ont des poils roux et Paul, il n'a peut-être pas de beaux poils roux. Donc on n'aurait jamais. Et en fait, il se trouve que les traducteurs qu'on a aujourd'hui, et même d'ailleurs ChatGPT, qui n'est pourtant pas spécialement fait pour ça, arrivent très bien à comprendre non seulement qu'il faut traduire par it, mais en plus si on demande à ChatGPT et pourquoi on traduit par it, il dit ça renvoie évidemment au chien parce que c'est le chien qui a les poils et pas Paul. Il arrive à l'expliquer très bien. Et donc ça c'est quelque chose qui moi me fascine en soi parce qu'on est arrivé en fait à un autre niveau du rapport, disons de tout le monde à l'informatique. Avant, on devait passer par à la fois une interface et une manière de réfléchir qui était très formatée, d'une manière bien précise et justement très mécanique en fait. Alors qu'aujourd'hui, on a une interface qui est le langage courant. En fait, le texte, le français, l'anglais deviennent une manière d'interagir avec la machine et de lui faire des choses. Et notamment, GPT, notamment dans sa dernière version 4, fait très bien du code. Mais du code, même quand moi je ne sais pas du tout développer, et pourtant j'arrive à faire maintenant des logiciels et des sites web, juste en lui demandant ce que je veux, en étant suffisamment précis dans mes demandes que je fais en langage courant, et il transcrit ça en code. Et donc je trouve ça d'emblée assez fascinant de penser qu'on a tout d'un coup un accès pour tout le monde, y compris à des gens pas du tout versés dans l'informatique, à ce qu'un ordinateur est capable de faire. Donc en soi déjà je trouve ça assez excitant et assez stimulant. Même si on en restait à ce niveau de technologie, en fait. C'est déjà quelque chose qui, moi, je trouve assez impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que, toujours dans l'analyse du langage des modèles de langage, c'est qu'il y a ce que certains appellent des propriétés émergentes qui apparaissent. Par exemple, l'ancienne version de ChatGPT, la 3e ou la 3.5, si vous lui disiez « je mets une bague par exemple dans ce verre, ensuite je renverse le verre sur la table, puis je remets le verre à l'endroit où se trouve la bague. » Et dans la version précédente, il se souvenait entre guillemets que la bague était dans le verre et donc elle est toujours dans le verre à la fin, il n'y avait pas de raison qu'elle y soit plus. Et nous on sait, parce qu'on connaît le monde physique, que si on renverse le verre, évidemment la bague tombe. Et la 4e version de GPT comprend ça. Alors même qu'elle n'a été qu'entraînée avec plus de paramètres. Jean Barrère a expliqué comment ça fonctionnait. Et il n'y a pas eu un moment où un programmeur lui a dit lui a montré comment fonctionnait le monde spatial ou les lois physiques. Et donc c'est simplement par l'accumulation de nouveaux textes, et de plus en plus de textes et de plus en plus de paramètres, que surgit la capacité de cette machine à avoir une meilleure compréhension de l'espace, alors même qu'elle n'a pas d'yeux, pas de corps, qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'espace ou ce que c'est que d'être dans l'espace. Et sachant que ça va changer puisque les prochaines versions de GPT auront en plus une capacité d'analyse visuelle et donc de pouvoir analyser les images et de convertir ça, de l'associer à son analyse de texte et à sa production de texte. Donc ça veut dire qu'en fait, plus on avance dans cette exploration, plus on voit des nouvelles potentialités qui apparaissent. Ce que je trouve fascinant parce que ça veut dire que c'est pas limité, même si effectivement ça fonctionne tout à fait comme un perroquet, puisque ça ne fait que prédire le mot suivant. C'est comme ça, c'est comme le suggesteur, ce qui vous suggère les mots automatiques sur vos SMS. C'est un peu pas le même système, sauf beaucoup plus puissant.
Et malgré ça, en fait, ça fait quand même du nouveau. Ça fait des choses qui ne sont pas un plagiat de ce qui existe, c'est pas des copies de ce qui a été fait avant, et vous pouvez avoir des textes très convaincants sur des choses dont clairement il n'a jamais vu le sujet. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Ça veut dire qu'on peut avoir des nouvelles idées avec GPT, même dans sa version actuelle qui est un peu rudimentaire, parce que c'est effectivement un perroquet aléatoire, mais qu'en fait les perroquets aléatoires c'est vachement bien et que ça marche, c'est très puissant en fait finalement, quand on sait l'utiliser évidemment. Et c'est pour ça, on en parlera peut-être, mais je pense que ça ouvre beaucoup de perspectives sur à la fois la création artistique, littéraire, la production intellectuelle, et aussi la menace qui va avec, entre guillemets, c'est que ça risque probablement de remplacer beaucoup de tâches cognitives et donc de professions qui jusqu'ici s'imaginaient comme étant totalement protégées de la mécanisation en fait. Oui, si je peux juste réagir un tout petit peu, je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des choses extrêmement drôles qui sont produites par ChatGPT, mais il faut l'utiliser comme ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire quelque chose de ludique. Ça n'a pas été fait pour nous dire la vérité. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, et vous l'avez fait aussi, on consulte ChatGPT comme un oracle. C'est un devin moderne. Et on a besoin quelquefois de cela. Mais il faut le prendre comme un oracle. Il faut être capable d'interpréter ses présages et de prendre du recul par rapport à eux. Et alors, il y a juste un point sur lequel je crois qu'il est important d'avertir tout le monde. On dit la machine comprend. Ou elle ne comprend pas. C'est justement ce qui est étonnant. C'est qu'il n'y a aucune... D'abord, on ne sait pas ce que c'est que la compréhension pour nous, mais alors encore moins pour la machine. Et de toute façon, elle ne fait que faire des calculs statistiques. Il n'y a rien dans la machine. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des ambiguïtés. Les premières versions des outils. Alors, avant ChatGPT, il y a eu Google qui a mis en place un agent conversationnel qui s'appelait Lambda. Et alors, il y a un ingénieur chez Google qui s'appelait Blake Lemoine. Ça ne s'invente pas. Et il a dit il y a une âme dans la machine. Donc le moine a interprété ça. Il s'est fait virer d'ailleurs de chez Google, mais c'est notre histoire. Mais à partir du moment où elle devient de plus en plus intelligente, est-ce qu'elle ne peut pas aussi finalement s'émanciper de ce qui lui a été demandé, avoir une conscience si je puis me propre? permettre, elle n'est pas intelligente. Elle est programmée avec des techniques d'intelligence artificielle. Il n'y a aucune intelligence dans la machine. Il y a une façon de produire de l'information, d'anticiper. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nathan Devers? Est-ce que pour préparer cette table ronde, vous m'avez expliqué qu'elle pouvait remplacer ce qu'il y avait d'artificiel dans notre intelligence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Moi, déjà, je suis très heureux d'être là. Je remercie Arnaud Benedetti, la ville. Je trouve que c'est un événement qui est très important, les printemps de la technologie, parce qu'on voit bien qu'on vit une époque de bouleversements technologiques, que ces bouleversements ils peuvent susciter des affects, soit d'espérance naïve, soit de crainte automatique, et que ces affects sont légitimes dans la mesure où on comprend comment ils peuvent naître, mais qu'il est nécessaire de faire ce moment de pause et d'essayer de voir ce qui se joue. Quand je dis pause, je ne fais pas allusion à la pause d'Elon Musk, je dis pause théorique, et de voir ce qui se joue derrière ces bouleversements. Alors en effet, moi je voulais partir d'une expérience très simple pour illustrer ce que vous disiez. J'imagine que tout le monde un peu a essayé d'utiliser ChatGPT, cet agent conversationnel. Et moi, je l'ai essayé, premièrement, pour lui demander de faire une chose. Il y avait un mail que je n'arrivais pas à écrire, qui était une sorte de mail mi-amical, mi-administratif. Je ne savais pas comment m'excuser auprès de quelqu'un, comment trouver les mots justes pour demander pardon à une situation où je n'avais pas répondu à des mails précédents, etc. Donc c'est très difficile d'écrire ça humainement, de le faire en étant poli, pas trop non plus, pas obséquieux, mais de trouver les mots justes. Et donc j'ai demandé à ChatGPT de le faire, en lui résumant en quelques mots la situation que je venais de traverser. Et ChatGPT a fait un message extraordinaire. Un message que j'aurais jamais pu écrire, si vous voulez, d'une psychologie parfaite, qui était vraiment le message qui allait me faire obtenir les excuses et la miséricorde de la personne à qui ce message était adressé. Alors face à une situation pareille, il y a en effet deux réactions. La première réaction, c'est de se dire c'est quand même effrayant de voir qu'une machine me remplace, qu'une machine me dépasse, qu'une machine fait mieux que moi ce que je n'arrivais pas à faire. Et la deuxième réaction, qui me semble quand même être plus importante ou plus fondamentale que la première, c'est de se dire, mais en fait, ce qui est effrayant, c'est pas ça. C'est que ce que je fasse soit imitable par une machine. Ça veut dire que la machine, ce qu'elle parvient à imiter, et l'intelligence en l'occurrence artificielle, c'est ce qui est déjà artificiel
dans mes opérations intellectuelles. En l'occurrence ici, écrire un mail, comme je vous l'ai dit, qui était à mi-chemin entre l'administratif, le quotidien, etc. Quelque chose qui déjà relevait d'une forme de vie mécanisée. Donc si vous voulez, après, j'ai fait une deuxième expérience avec ChatGPT. Je lui ai demandé d'écrire une histoire d'amour. Et là, évidemment, on voit tout de suite... alors, Raphaël sera peut-être pas d'accord, je ne sais pas, mais je trouve qu'on voit tout de suite les limites de la chose, même à supposer qu'on ait un ChatGPT extraordinairement amélioré, mais que l'histoire qu'il me racontait était d'une banalité confondante, d'un mauvais niveau littéraire, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, et quand je lui ai demandé surtout de réécrire l'histoire dans le style de quelqu'un, de Marcel Proust, ou de ce travail du pastiche qui est élémentaire de l'écriture, alors là, c'était extraordinairement mauvais. Ça veut dire qu'il avait dû repérer quelques figures de style ou quelques manières dont Proust pouvait écrire et qu'il essayait de répliquer ça artificiellement, mais qu'il était à milieu de la création littéraire. Et c'était de ça, moi, que je voulais partir, à savoir de cette idée que l'intelligence artificielle est un miroir, peut-être un miroir trompeur d'ailleurs, non pas de notre intelligence, mais de la manière dont nous représentons notre intelligence. Et vous avez parlé tout à l'heure de la généalogie de l'intelligence artificielle en insistant sur le moment cybernétique. Ça me paraît être central, et je voulais revenir là-dessus en quelques mots. Quand on parle d'intelligence artificielle, il me semble central de rappeler que ce phénomène ne vient pas seulement d'une innovation technologique, mais plus fondamentalement d'une révolution philosophique. Ça veut dire qu'il y a eu, dans les années 40, 42, 43 et les années qui ont suivi, il y a eu un certain nombre de grands esprits qui étaient des gens qui étaient un peu comparables, je pense, aux humanistes de la Renaissance, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissaient absolument en tout. En mathématiques, ils avaient un niveau extraordinaire, en biologie, en philosophie, en littérature. Donc c'était vraiment des très très grands esprits qui, aux États-Unis, ont opéré une révolution intellectuelle et qui ont proposé une nouvelle manière de comprendre l'esprit humain. Un de ces esprits-là, c'était quelqu'un qui s'appelait Norbert Wiener, en effet, et qui travaillait sur les systèmes de défense anti-aériens. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment faire en sorte, vous avez un avion allemand dans le ciel, d'avoir une machine qui puisse tirer sur l'avion, mais en pouvant anticiper sur la manière dont le pilote va faire bouger son avion. Et Norbert Wiener travaille sur cette machine, et il se dit, mais tout cela ressemble énormément au tir au canard. Quand je tire, enfin je n'ai jamais fait ça, mais quand vous essayez de tirer sur des canards dans le ciel, vous devez aussi avoir une cible qui est anticipée et qui peut prévoir le fait que le mouvement du canard va être plus ou moins libre ou indéterminé. Et à partir de là, Wiener et ses camarades, McCulloch, etc., se disent, en fait, l'esprit humain et l'esprit de la machine obéissent à un paradigme qui est très simple, c'est le traitement de l'information. Un esprit humain, notre conscience, que ce soit la mienne ou celle d'un ordinateur, c'est recevoir des informations, contrôler, commander ces informations et émettre des nouvelles informations. Et à partir de là, je caricature un peu, mais en gros, à partir de là, on a posé le système théorique qui a pu permettre toutes les révolutions technologiques de l'intelligence artificielle. Ça a commencé par des robots avec des tortues électroniques et ensuite de plus en plus perfectionnés. Moi, il me semble, et j'en reviens à mon expérience première, que cette appréhension de l'esprit-là est une appréhension qui est éminemment réductrice. Réductrice parce que quand on voit en fait comment fonctionne l'esprit humain, il ne se réduit pas à un traitement d'information, c'est-à-dire à quelque chose qui d'emblée est mécanique. Au moins pour deux raisons. La première, c'est que cette vision-là du traitement d'information, en fait, quand on regarde, c'est une sorte, me semble-t-il, de refoulé du dualisme. Pendant très longtemps, la philosophie s'est imaginée qu'il y avait le corps, qui était un corps biologique, qu'il y avait une âme, qui était une âme céleste ou une âme spirituelle, et qu'il n'y avait pas de lien entre l'âme et le corps, ou des liens vraiment minimes. Et si vous voulez, quand on regarde quand même ce mécanisme-là, c'est une manière de faire évoluer cette appréhension dualiste, en se disant, de la même manière que selon les dualistes classiques, il y avait une âme qui transcendait le corps, eh bien nous, quand on étudie une machine, on n'étudie pas les composants de la machine. Quand on étudie un ordinateur, on se moque de savoir vraiment dans quel matériau l'ordinateur est construit. On étudie les processus de l'ordinateur. Donc c'est une manière d'avoir une appréhension dualiste et de faire abstraction de tout l'ancrage biologique qui est celui de notre esprit. Notre esprit est incarné. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a toujours un gouffre entre l'esprit considéré comme des opérations, comme des fonctions, comme des traitements d'information, et l'esprit considéré comme des sentiments. Quand là je suis face à vous, il y a des informations qui me parviennent, des informations visuelles, auditives, etc. Puis il y a tout simplement l'effet que ça me fait, un sentiment, une conscience phénoménale. Et ça, aucune machine ne pourra jamais le ressentir. Donc pour conclure, je ne veux pas être trop long, mais il me semble, pour répondre à votre question, qu'attendre de l'intelligence artificielle ? Moi, je n'ai pas de regard binaire, je ne suis pas ni contre ni pour.
Je pense que l'histoire de la technologie n'est pas l'histoire d'un remplacement de l'homme, mais l'histoire d'un processus qui affine notre compréhension de l'homme. Regardons la première révolution industrielle, celle du 19e. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé des machines qui simplifiaient le travail manuel. Travail manuel qui était extrêmement laborieux. Pendant très longtemps, on a pensé que la main était un outil qui était le propre de l'homme. Et puis ensuite, on a construit des machines qui faisaient ça. Et l'homme a pu trouver d'autres sphères d'émancipation. Eh bien, à mon avis, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui est très claire, qui est que l'intelligence artificielle nous montre que notre vie intellectuelle, il y a énormément de choses dedans qui sont mécaniques et qui sont elles-mêmes artificielles. Et donc, pour revenir sur ce que disait Raphaël, je pense que quand on est écrivain, quand on est artiste, quand on est photographe, quand on est journaliste, quand on a un métier qui peut être potentiellement remplacé par ChatGPT, au lieu d'avoir peur, il faut y voir un défi, un challenge en anglais, et se dire comment réinventer ma propre manière d'écrire, de photographier, de faire du journalisme, etc., pour ne plus être imitable par une machine. Raphaël, devant vous qui êtes historien, comment, à votre avis, les historiens vont travailler avec cette machine pour ne pas être remplacés, ou ne pas avoir peur, ne pas se sentir menacés par cette intelligence artificielle? Comment est-ce qu'ils vont réadapter leur travail, ces historiens-là? Alors, il y a plusieurs manières d'y répondre, ou plusieurs degrés d'utilisation de la machine. Pour les historiens en particulier, il y a évidemment la possibilité d'utiliser les capacités de traitement des données de l'IA en général pour en tirer des conclusions qu'on n'a pas aujourd'hui ou pour analyser des documents qu'on a du mal. Par exemple, il y a un projet qui a été lancé il n'y a pas longtemps qui est très intéressant, une sorte de concours pour déchiffrer les papyrus de la Villa des Papyrus à Herculanum. C'est cette ville à côté de Pompéi qui a été ensevelie par le Vésuve et dans laquelle on a commencé à fouiller une très grande bibliothèque d'un riche romain et où, évidemment, comme il y a eu l'éruption du Vésuve, tous les livres ont été carbonisés alors que c'était des rouleaux. Et donc, on essaye de déchiffrer les traces d'encre qu'il y avait sur ces rouleaux carbonisés. Donc, vous imaginez le travail. Mais ça, c'est quelque chose que, par des scanners ultra performants et ensuite par de l'aide d'intelligence artificielle, on pourrait plus facilement faire qu'à l'œil nu, évidemment. Donc, il y a des choses comme ça. Après, je pense que les historiens, comme toutes les professions qui emploient le langage ou qui ont un aspect cognitif, vont se servir très quotidiennement en fait, de modèles de langage comme ChatGPT. Où effectivement, alors c'est très vrai que effectivement, ChatGPT ne comprend rien et ne pense rien en fait. Il ne fait que produire du texte et c'est à partir de ce texte que se construit un raisonnement qui n'est que dans le texte en fait. Mais en même temps, je pense souvent à une phrase qui est dans la série télévisée Westworld, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue, où il s'agit d'un monde un peu futuriste, où il y a un parc d'attractions gigantesque dans le Far West, qui reproduit le Far West américain du 19e, et où tous les personnages sont joués par des robots qui sont animés par une intelligence artificielle. Et au tout début de la série, le protagoniste arrive dans ce parc d'attractions, il est accueilli par une hôtesse, et à un moment, il parle avec elle et il lui demande « mais vous, l'hôtesse, est-ce que vous êtes vrai? Enfin, est-ce que vous êtes réel ?» Parce qu'il ne sait pas si c'est pas un robot. Et l'hôtesse lui répond « si vous pouvez pas le voir, quelle différence ?» Et il y a un moment où je me dis parfois que même si les machines ne penseront jamais comme nous, c'est évident pour ce qu'a dit Nathan, parce qu'elles ne sont pas faites de cerveau, elles n'ont pas un corps comme nous, elles n'ont pas les mêmes ressentis que nous. Mais si jamais on arrive à un stade où vous êtes toujours incapable de faire la différence avec un être humain, quand même, est-ce que ça fait vraiment une différence quoi? Et notamment du point de vue social. Il y a déjà eu une expérience, enfin pas une expérience, mais une entreprise qui s'appelle Replica, qui a fait une application où vous pouvez avoir un copain ou une copine virtuelle en discutant avec un modèle de langage. Et il y a des gens qui ont vraiment développé une relation affective avec cette personne qui n'existe pas, enfin, et qui est... Donc, on peut se dire, ok, c'est des gens bizarres et des gens probablement malheureux, etc. Et c'est sans doute vrai aujourd'hui, mais on a un niveau encore pas très avancé de cette technologie par rapport à ce qu'on peut imaginer dans quelques années. Et ça se trouve, il y a des gens qui vont avoir l'impression d'avoir des relations complètes avec quelque chose qui n'est pas un être humain, mais qui y ressemble tellement. Est-ce qu'on peut les blâmer? Et est-ce que finalement, le fait que ce ne soit pas un être humain change tant que ça notre statut et notre rapport à elle? Bon, c'est une question ouverte. Vous en pensez quoi Alors, moi, je vous remercie déjà de vos deux interventions. Hein, et je suis tout à fait d'accord avec cette première réflexion sur la scientificité de l'intelligence artificielle, son ancrage dans la cybernétique, et puis dans une réflexion qui a eu pour but de mettre en parallèle les machines et les hommes, pour en faire des modèles, pour mieux les comprendre. Et puis ensuite, l'utilisation de ces technologies. Et bien sûr, la question que vous posez, une machine qui
paraît penser comme un homme, est-ce que ce n'est pas la même chose? Et c'est exactement ce qu'a dit Turing dans son fameux article en 1950. Mais je voudrais vous ramener beaucoup plus loin en arrière, il y a 400 ans. Et c'est l'année de la naissance, peut-être vous vous en souvenez, d'un esprit français remarquable, qui est à l'origine de tout ce dont on parle ici, Blaise Pascal. Vous savez que c'est lui qui a fait la première calculatrice électronique. Il l'a faite à l'âge de 19 ans, ce qui est quand même absolument extraordinaire, en couplant ses compétences en mathématiques, différentes composantes des mathématiques d'ailleurs, la théorie des nombres, la géométrie, la physique, et puis ensuite il s'est allié à un artisan. Mais après, il a pris du recul par rapport à sa machine. Et il a eu cette chose extraordinaire, il a dit ces machines font des choses qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux. Mais elle n'a pas de volonté comme les animaux. Eh bien, on pourrait dire la même chose de ces machines. Elles approchent plus de la pensée que ce que font beaucoup, voire tous les hommes, mais elles n'ont pas de volonté. Et je crois que cette sagesse de Pascal, il faut toujours l'avoir en tête aujourd'hui. Pour compléter, je mettrai aussi en avant la sagesse de Spinoza, qui disait finalement que l'âme est l'idée du corps, et au fond, pas d'intelligence sans corps humain, pas d'intelligence sans conscience, pas de conscience sans affect, pas d'affect sans sensation, et pas de sensation sans corps. Un petit enfant, lorsqu'il apprend, il a besoin de ses sensations, de ses 5 sens pour apprendre. Voilà. Et donc, une intelligence artificielle est artificielle, n'a pas d'empathie, n'a pas de réflexivité, n'a pas de pensée. Pas de sensation sans corps. On va peut-être terminer sur ces mots avant de donner la parole à la salle. Il y a sans doute des questions de la part des personnes qui sont dans le public. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Il nous reste un petit quart d'heure. J'imagine qu'il y a un micro qui va être... il y a un micro qui arrive. Bonjour. Voilà, actuellement, il y a deux sociétés qui se battent là, sur l'intelligence artificielle, Microsoft et Google. Est-ce que leur approche Rapprochez votre micro ça y est, pour qu'on puisse vous entendre. Bon, je Merci. répète. Actuellement, il y a deux grosses sociétés qui se battent sur l'intelligence artificielle, donc Microsoft et Google. Je voudrais savoir si leur approche de l'intelligence artificielle est vraiment différente ou au contraire, est-ce que c'est à peu près la même chose, juste ils les présentent autrement? Non, enfin, l'histoire nous montre que l'approche n'est pas du tout différente. Ce sont, je crois, mais c'est ce que tu as dit là, ce sont des concepts qui ont été mis en œuvre d'abord par les laboratoires de recherche de la société Google, avec les modèles d'attention et ce qu'on appelle les transformers. Et puis ensuite, ça a donné naissance à ce qu'on appelle des modèles de langage, ou en anglais Large Language Model, qui sont des énormes réseaux de neurones qui comportent des centaines de milliards de paramètres et qui permettent d'entraîner différentes machines pour faire des différentes tâches du traitement automatique du langage naturel. Et très tôt, ce qu'a souhaité Google, c'est utiliser ça pour changer ses moteurs de recherche. Vous voyez, le premier moteur de recherche de Google, c'est 98, ça fait 25 ans. Et donc, ils pensent qu'il faut qu'il y ait une autre génération. Et donc, ils ont lancé un outil, et c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, qui faisait du dialogue. C'était le fameux système lambda. Puis bon, ils ont été très embêtés parce qu'ils ont vu que ça rendait un peu fou leurs employés. Et donc, ils ont continué à travailler de façon silencieuse. Et une petite société OpenAI pour laquelle il n'y avait aucun enjeu, parce que Google, il doit dire la vérité. Pour eux, il n'y a aucun enjeu, c'est juste s'amuser à entraîner ce ChatGPT. Et ensuite, bien sûr, Microsoft, qui est une société qui avait plutôt une image un peu vieillissante, a sauté sur l'occasion. Ils ont nourri des accords avec OpenAI, mais on ne sait pas à l'avenir laquelle l'emportera. Une autre question? Oui, monsieur? Oui, vous m'avez fait sourire avec vos personnages venant de l'intelligence artificielle, parce que quand même, vous êtes écrivains, là, tous les deux, enfin plus ou moins, et vous n'avez pas fait de comparaison avec le livre. Quand vous lisez un roman, vous vous mettez dans la peau des personnages, vous leur donnez vie, vous les faites vivre, et après, ils font partie de vous-même.
c'est exactement la même chose que si ces personnages sortent de l'artificiel. Donc en fait, je crois qu'il ne faut pas du tout s'imaginer qu'on va avoir on aura des personnages de toute façon moins riches si on les prend par l'intelligence artificielle, parce qu'ils existent déjà, vu que c'est un corpus qui vient de tout le monde. Donc en fait, c'est un peu la même chose. Il faut quand même, quand on a ces outils-là, qu'on repasse par l'imagination humaine pour redonner corps aux personnages. Moi, je ne suis pas en désaccord avec vous. Moi, je pense de toute façon que même si la qualité de pastiche aujourd'hui est assez mauvaise, elle a tellement progressé depuis les versions de GPT-1, GPT-2, que je pense on peut faire un pari, mais dans 10 ans, dans 5 ans, quelqu'un sera incapable de distinguer une page de Proust venant du vrai Proust et une page de Proust faite par pastiche par l'intelligence artificielle. Et qu'aujourd'hui, c'est juste que, même j'avais fait un petit site pour essayer de voir si les gens arrivaient à distinguer des peintures anciennes faites par IA et des peintures anciennes des vraies, mais des pas connus. Enfin, pas évidemment, on sait que la Joconde, c'est la Joconde. Mais si on prend des textes moins connus, je pense que rapidement, il y aura un système qui sera capable de faire un pastiche assez bon pour qu'on ne le reconnaisse pas. Donc moi, je suis assez d'accord que ce qui comptera, c'est la manière de l'utiliser, la réception qu'on en fait, la croyance ou la confiance que les gens accordent à ce texte-là. Et donc c'est des questions en fait d'autorité de l'auteur, enfin, c'est des questions en fait assez classiques, et simplement c'est une manière d'écrire qui sera différente, un peu comme il y a eu d'ailleurs des équipes qui travaillaient à plusieurs pour écrire des livres à certaines époques. Oui, moi je suis assez d'accord, et puisque je pense que derrière cette question, en fait, c'est une question qui est presque une question théorique, un peu comme la question du trompe-l'œil, qui est en philosophie classique, ça peut être très important, le trompe-l'œil, alors qu'évidemment, quand on est confronté à un trompe-l'œil, on sait très vite quand même reconnaître si c'est vraiment une fontaine ou si c'est une représentation d'une fontaine sur un mur. Et en fait, derrière la question du trompe-l'œil se cache la question du statut de la matière. Et je pense que c'est la même chose dans notre rapport à l'esprit. Et c'est-à-dire que la question fondamentalement qui est posée, c'est que, me semble-t-il, moi c'est comme ça que je lis l'intelligence artificielle, c'est de se rendre compte que l'intelligence artificielle, elle est en nous. Ça veut dire que peut-être les 3/4 des opérations mentales qu'on peut faire au quotidien, ce sont des opérations qui sont déjà mécaniques. Quand j'écris, je reprends l'exemple de tout à l'heure, quand j'écris un mail administratif, quand j'apprends une leçon d'histoire ou de mathématiques, quand je peux avoir certaines conversations quotidiennes, répétitives avec des collègues de bureau qui sont tous les mêmes tous les jours, eh bien ce sont des choses qui sont déjà mécaniques. Et donc, à mon avis, c'est ça la question qu'il y a derrière, c'est de se dire, est-ce qu'une intelligence artificielle peut créer un esprit qui ressemble absolument à un être humain? C'est de se dire, tout ça, fondamentalement, montre que je suis déjà ce miroir de cette intelligence artificielle. C'est un peu comme en philosophie de l'esprit, la grande question de la chambre chinoise. On imagine quelqu'un qui est enfermé dans une pièce, qui ne parle pas chinois, donc moi on m'enferme dans une pièce, je trouve un manuel de chinois. Et il y a quelqu'un en dehors qui communique avec moi par ordinateur, et donc je lui écris des mots en chinois, parce que j'ai compris comment comment écrire en chinois, alors que je ne parle pas chinois. J'ai juste le manuel de syntaxe. Et l'individu en face pourra avoir l'impression que moi, je parle chinois, alors que ce n'est pas le cas. Et cet exercice, cette hypothèse de pensée, elle montre bien qu'apprendre une langue, c'est un exercice qui est un exercice, entre guillemets, mécanique, qui suppose uniquement d'ingérer des informations et de savoir les manipuler. Donc à mon avis, c'est ça qui se cache derrière. Merci, j'aurais besoin de faire un peu de biblio, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce genre de choses. Je vais partir d'une expérience malheureuse d'il y a une quinzaine d'années. À Princeton, il y avait un mathématicien qui était un passionné de musique et qui avait codé toutes les règles du contrepoint. Et il s'était amusé à donner le thème de l'art de la fugue. Il en était sorti quelque chose de parfaitement ennuyeux. Simplement parce que ce qui fait le génie de Bach, c'est que justement, il sortait des règles. Ma question, c'est actuellement, avec les outils d'intelligence artificielle dont on dispose, si je donne l'art de la fugue, qu'est-ce qui sort de ça? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on en est arrivé à un point où ces outils-là peuvent faire de l'humour? Donc, première chose, ce dont vous parlez, effectivement, c'était des travaux qui avaient été poursuivis aussi en France par Boulez, en donnant un certain nombre de règles syntaxiques, essayer de générer de la musique. Et effectivement, ça donnait des choses très décevantes. Et à l'opposé, vous aviez Xenakis, peut-être vous vous souvenez, qui utilisait l'aléatoire, et ça donnait aussi quelque chose d'assez décevant. Même c'était un grand musicien, et je sais que moi, j'avais travaillé dans mon laboratoire avec des spécialistes de musique, et on avait essayé d'utiliser un modèle de créativité qui était fondé sur une simulation de l'imagination. Au sens classique, vous voyez, c'est la combinaison d'éléments de mémoire, d'images.
Et on arrivait à avoir des choses qui étaient pas mal. On faisait de l'improvisation en jazz, donc vous voyez, créativité limitée. Alors aujourd'hui, bon, on a certainement des choses qui sont de plus ou moins bonne qualité. Alors est-ce que ça fait de l'humour? Vous voyez, l'histoire des œufs de cheval ou de vache, c'est assez drôle quand même. Donc, alors, bien sûr, c'est nous qui apprécions l'humour. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est nous qui sommes en face de la machine. Alors ensuite, la grande question, c'est de savoir quelle est l'œuvre esthétique et est-ce que c'est la machine ou est-ce que c'est celui qui a su utiliser la machine d'une façon un peu nouvelle qui fait véritablement œuvre. Et moi, je crois que c'est ça, mais c'est un art très particulier parce que c'est un art qui n'est plus lié à l'exemple de l'œuvre, mais c'est un art qui est lié au geste artistique, au fait d'avoir tout d'un coup une machine qui va produire une infinité d'œuvres et c'est le vertige qui vous prend. Et donc il y a un côté un peu art conceptuel. Enfin voilà, tout ça c'est un tout petit peu confus, mais tout ça pour vous dire que ce sont des questions en devenir qui, je trouve, sont passionnantes sur l'évolution du statut de l'œuvre d'art. De même, vous voyez qu'au début du XXe siècle, Walter Benjamin a introduit avec son article sur le statut de l'œuvre d'art à l'époque de la reproductivité technique, il montrait qu'il y avait une rupture majeure, que l'aura, c'est-à-dire la présence de l'artiste dans l'œuvre disparaissait. Et on peut dire qu'il y a un bouleversement qui est équivalent, qui n'est pas du même ordre, parce que c'est une hyper-reproductivité, mais qui n'est pas simplement une reproductivité, mais une génération automatique. Je veux juste ajouter une petite chose, parce que c'est une très bonne question, et je pense que ça renvoie aussi à la phrase de Pascal que vous avez citée. Les machines, elles n'ont pas de volonté. Donc, si quelqu'un fait une œuvre d'art avec une machine, c'est qu'il a quand même, il lui a dit quoi faire. Enfin, il lui a dit qu'il voulait faire telle chose. Il peut être extrêmement précis. Enfin, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut être extrêmement précis dans ce qu'on demande. Et ensuite, recomposer ça et en faire plein de générations, choisir celles qui nous paraissent les bonnes, etc. Donc, en fait, ça devient quasiment comme un réalisateur de film qui travaille avec plein d'équipes techniques, qui lui-même en fait ne fait rien, qui ne touche peut-être même pas la caméra ni le montage, et qui pourtant est quand même l'auteur du film à la fin, et c'est lui qu'on reconnaît comme ayant eu la vision artistique. Et je pense qu'un peu de la même manière, mais de manière encore plus efficace, en tout cas plus productive, on pourra avoir des artistes qui travaillent avec des IA et qui pourront peut-être, je suis même persuadé que dans quelques années, on aura des gens qui font des films hollywoodiens sur un MacBook dans leur chambre. Et ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant, parce que ça se trouve, il y a des gens qui auraient été des réalisateurs formidables, mais qui n'ont jamais eu un studio hollywoodien à leur disposition pour représenter ce qu'ils avaient en tête. Et donc, s'ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire, ils vont avoir les outils pour le mettre en œuvre vraiment au pixel près dans l'image, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant, et ça va donc conduire à un afflux de contenu énorme, mais où la question finalement de savoir si ce que produit l'IA est ennuyeux ou pas dépendra beaucoup de la vision qu'avait celui qui a enclenché le mouvement de l'IA, en fait. Pour l'humour, hier, il y a un coureur belge, un athlète belge, qui a battu le record du monde du 100 mètres. Il a couru 110 mètres. L'humour, c'est le décalage entre ce que j'attends qui va être dit et ce qui est dit réellement. C'est cet écart-là. Est-ce que la machine est capable d'une forme d'inattendu? Est-ce que la machine est capable de sortir des règles? Mais m'est avis que oui. Avec ChatGPT, aujourd'hui, par le mécanisme même de ChatGPT, qui est de générer des mots les uns à la suite des autres, tel un perroquet, ça peut produire de l'inattendu. Alors, est-ce que cet inattendu, je le perçois comme de l'humour? À moi de juger. Est-ce que ça me fascine? C'est subjectif. Voilà. Est-ce que ça me fait peur? Voilà. Ça génère plein de sentiments. C'est pas forcément capable d'humour. En tout cas, c'est capable de générer des sentiments chez la personne qui utilise cet agent-là. Une dernière question. Oui, alors à propos de Pascal, donc c'était l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Alors l'esprit de géométrie, je vois très bien avec l'IA, mais l'esprit de finesse. Et j'ai une deuxième question. Émile Servan-Schreiber travaille sur la maîtrise de l'intelligence artificielle avec d'autres chercheurs, et actuellement, leur réponse, c'est l'intelligence collective. Est-ce que c'est pour dominer ou pour s'associer? Merci. Alors, déjà, sur l'opposition entre esprit de géométrie et esprit de finesse, je vous remercie parce que, justement, l'hypothèse des sciences cognitives, c'est que tout serait dû à un calcul. C'est l'hypothèse de Leibniz. Mais, bien sûr, on peut opposer une autre position philosophique qui est celle de Pascal. Alors après, sur l'intelligence collective, peut-être que là, je voudrais parler des risques de l'intelligence artificielle. Parce qu'on a vu que
bien sûr, ce n'est pas la machine qui va prendre le pouvoir et qui va elle-même nous dépasser. Mais en revanche, le risque, c'est que la machinerie sociale, c'est-à-dire que la collectivité, abdique devant les machines. Par exemple, que les assurances sociales obligent un médecin à prendre une décision qui soit conforme à celle que donne la machine, ou ce dont vous avez parlé, que notre paresse l'emporte et que dans l'enseignement, on dise aux gens, vous n'avez plus besoin d'écrire parce que la machine va écrire pour vous. C'est ça le véritable danger avec l'intelligence artificielle. C'est nous, et donc effectivement, c'est un miroir, et ChatGPT, c'est un peu un miroir de tous nos défauts. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ajouterais aussi qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, de profondément positif quand même dans l'intelligence artificielle, et que quand, de manière plus générale, quand il y a une révolution technologique, économique, qui peut paraître dangereuse, la réaction consistant simplement à regretter ce qui pouvait exister avant, et qui est une réaction, encore une fois, naturelle, de se dire « oh là là, le monde, ça aurait été mieux sans ChatGPT », je pense que c'est une réaction qui passe à côté de ce qui se joue. Et vous savez, Heidegger, à la fin de sa vie, quand il fait le grand entretien au Spiegel, le journaliste lui demande « et alors c'est quoi la philosophie aujourd'hui ?» Et il dit précisément « la cybernétique est la philosophie de notre temps ». Lui qui était pourtant quelqu'un qui habitait dans une hutte en forêt noire, qui n'avait pas d'ordinateur et qui n'était pas un fan qui aujourd'hui, je ne pense pas, qui serait ici avec nous pour parler de ChatGPT. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'il y a quand même quelque chose, me semble-t-il, qui est extrêmement fertile dans cette révolution de l'intelligence artificielle, c'est que si on pense l'esprit uniquement comme un réseau d'opérations, de calculs, de fonctions, etc., et de traitement d'informations, eh bien, ça fait l'abstraction d'une notion, qui était celle avec laquelle on pensait l'esprit avant, qui est la notion de moi, MOI, de jeu, de sujet. Et c'est vrai que nous, si on devait avoir tendance à penser notre esprit, on dirait je suis, c'est mon esprit, c'est moi qui pense, je pense. Et rien ne dit que je pense. En fait, le jeu est une sorte d'agrégat, de cristallisation de toutes les pensées que j'ai pu collecter empiriquement tout au long de ma vie. Mais le jeu n'est pas leur foyer, n'est pas leur substance. Et si vous voulez, il y a quelque chose d'éminemment fertile qui se joue devant nous. C'est ce que Baptiste Leroux appelle une subjectivité sans sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de repenser l'esprit en faisant l'économie de ce nombril intellectuel qui était le moi. Et ça, me semble-t-il, on peut en tirer toutes les conclusions, qui est de penser notre esprit comme fondamentalement éclaté, comme fondamentalement ouvert. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ce qui se joue dans une table ronde, ce n'est pas 4 personnes qui viennent, comme 4 nombrils, qui viennent donner leur vérité. C'est des paroles qui s'entrelacent, qui forment elles-mêmes un réseau, et à la fin, on ne sait plus très bien quand on sort, avec quel paquet de certitudes et de doutes on sort. En tout cas, quand la table ronde s'est bien passée. Et me semble-t-il, c'est ça quand même, ce qu'on peut tirer de profondément riche dans l'époque que nous traversons technologiquement. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'est sur cette note d'optimisme et cette défense de l'intelligence artificielle que nous allons fermer cette table ronde. Je rappelle que les 4 auteurs signent et dédicacent leurs ouvrages à l'extérieur pour ceux qui veulent se les procurer.